Bonjour à tous, la COP26, la 26e du nom, la 26e conférence de l'ONU sur les climats vient de se terminer. Et cette conférence était vue comme celle de la dernière chance pour arriver à nous sauver du scénario catastrophe prédit par le GIEC dans son dernier rapport. L'objectif, selon le GIEC, si on veut s'éviter tout un tas de catastrophes climatiques dans les 50 prochaines années, enfin après les 50 prochaines années plutôt, l'objectif c'est de nous maintenir dans un réchauffement en dessous des 1,5 voire 2 degrés. Or, d'après la note de synthèse qui a été publiée à l'issue de la COP26, d'après les spécialistes, on serait davantage sur un réchauffement climatique aux alentours des 3 degrés, donc bien au-dessus de l'objectif visé par le GIEC. Bien sûr, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous et ça nous amène à nous poser une question. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à nos dirigeants pour nous sauver et prendre la mesure du péril climatique ? La réponse, elle est compliquée. On a envie de dire oui par optimisme, mais quand on regarde les faits et quand on regarde l'histoire, on serait tenté de dire non. Pourquoi c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. En fait, ce qui pourrait nous pousser à dire non, c'est le rôle et l'hégémonie de l'industrie pétrolière sur le monde et sur les États. Pour les États, l'industrie pétrolière est à la fois un lobby puissant qui est capable de noyauter l'État et de faire partie de l'État profond. Et les compagnies pétrolières, en plus d'être un lobby et du coup d'avoir une forte influence sur les décisions des élus, est aussi un enjeu de pouvoir et d'hégémonie géopolitique. Pour bien le comprendre, on va commencer par un peu d'histoire et dresser l'histoire de l'industrie géopolitique. L'industrie géopolitique commence au 19e siècle. C'est vraiment là où on a commencé à exploiter massivement du pétrole. Au niveau industriel, l'industrie vraiment pétrolière naît aux États-Unis, en Pennsylvanie, avec la Standard Oil Company, qui est créée en 1870 par John Rockefeller. John Rockefeller, issu de la célèbre famille de banquiers d'affaires Rockefeller. Et après avoir découvert du pétrole en Pennsylvanie, il va créer cette compagnie basée à Cleveland qui, pendant près de 40 ans, va devenir leader sur son marché, alors que l'industrie pétrolière aux États-Unis et les différents gisements de pétrole se développent. La Standard Oil Company va vraiment mettre la main dessus et tout se les accaparer, à tel point que 40 ans après sa création, donc en 1911, la Cour suprême des États-Unis va rendre un arrêt pour casser la Standard Oil Company en vertu des lois antitrust qui ont lieu dans le pays. Vous savez qu'aux États-Unis, les États-Unis alors est un pays ultra capitaliste, mais il y a quand même des lois antitrust où l'État est là pour veiller à ce que le marché soit libre et la concurrence soit libre et non faussée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'oligopole ou de monopole qui soit capable de manipuler les prix sur le marché, ce que faisait la Standard Oil Company de Rockefeller à l'époque. Donc la Standard Oil Company a été démantelée en plusieurs sociétés, 34 au total, et parmi ces 34 sociétés, on va retrouver quelques-unes de ce qu'on va appeler plus tard le cartel des 7 sœurs, qui vont être des compagnies américaines qui vont contrôler ensuite l'industrie pétrolière au niveau mondial. Donc on va avoir Chevron, on va avoir Exxon qui, alors la marque Exxon n'est pas forcément connue. Par contre, vous connaissez sans doute la marque Esso, qui est une des marques commerciales exploitées par Exxon.
on a la compagnie Mobil qui fusionnera plus tard avec Exxon pour donner le groupe ExxonMobil. ConocoPhillips, qui est une autre entreprise américaine. Et puis il y en a d'autres, comme je vous dis, 34 sociétés au total qui ont été créées sur les ruines de la Standard Oil Company. À la fin du 19e siècle, on a les Anglais aussi qui créent leur compagnie avec Shell, qui a été créée en 1890. Alors Shell n'a pas été créé après la découverte d'un gisement de pétrole ou ou la possibilité de forage de pétrole en Angleterre. Mais Shell a été créé par une entreprise d'entrepreneurs en marine marchande pour pouvoir assurer l'approvisionnement de leurs bateaux. Ils ont créé Shell dont le but sera d'aller trouver des concessions et d'exploiter des concessions étrangères, donc dans d'autres pays, pour pouvoir justement assurer que les bateaux et la flotte de marine marchande de l'entreprise Shell puissent avoir du carburant pour pouvoir parcourir les mers et vendre ses biens et services. Un peu plus tard, en 1909, on a l'Anglo-Persian Oil Company qui va être créée après la découverte de pétrole en Iran. Le roi d'Iran, celui qu'on appelait le Shah d'Iran à l'époque, va donner une concession à des Anglais pour qu'ils exploitent ce pétrole et les Anglais vont le faire sous le nom de Anglo-Persian Oil Company, une entreprise qui quelques années plus tard sera rebaptisée BP pour British Petroleum. BP, je pense, une entreprise que vous connaissez tous, qui du coup est née il y a plus de 100 ans en Iran, de capitaux anglais. Il faut savoir qu'à cette époque, le cœur de l'industrie pétrolière se situe, alors certes aux États-Unis, avec toutes les compagnies américaines qu'on a vues précédemment, mais aussi en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Asie centrale. À l'époque, on n'a pas encore découvert de pétrole au Venezuela, on n'a pas encore découvert de pétrole en Afrique, on n'a pas encore découvert de pétrole en Arabie Saoudite. Par contre, on a découvert du pétrole en Iran et on a surtout découvert du pétrole en Azerbaïdjan. À l'époque, ce pays, c'est la moitié du pétrole mondial. Donc 50% du réserve mondial se situe en Azerbaïdjan. Et ce pétrole est exploité par des compagnies russes, mais aussi par les Américains de la Standard Oil et par les Anglais de Shell. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite récemment sur l'Azerbaïdjan qui vous permettra de comprendre un petit peu mieux le contexte géopolitique de ce pays. Et l'industrie du gaz et du pétrole sont vraiment au cœur de cette industrie pétrolière. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça dans cette vidéo et je vous renvoie à justement ma vidéo qui est dédiée sur le sujet, sur l'Azerbaïdjan. Au début du 19e siècle, du 20e siècle plutôt, excusez-moi, on a un petit événement qui va un petit peu rabattre les cartes géopolitiques et qui surtout va faire comprendre à certains pays comme la France que l'approvisionnement énergétique est très important. La Première Guerre mondiale est la première guerre de l'histoire dans laquelle on va voir arriver beaucoup de véhicules à moteur, notamment des avions. Et pour faire circuler ces véhicules à moteur, il faut du carburant. Or, beaucoup de pays n'ont pas ce carburant. On a à l'époque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les grosses compagnies pétrolières sont américaines, sont anglaises et sont aussi hollandaises puisque Shell a été créé par des Anglais mais rapidement va devenir de capitaux hollandaises avec le siège situé aux Pays-Bas.
Mais la France, par exemple, qui est un des pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale, qui à l'époque, en 1918, est l'une des premières puissances du monde, une puissance économique, culturelle, mais aussi militaire, elle n'a pas de pétrole. Ça veut dire que son armée, qui est, je le redis, l'une des plus grandes du monde à l'époque, dépend de ses partenaires, c'est-à-dire les Anglais et les Hollandais, pour s'approvisionner en carburant, pour approvisionner ses avions, pour approvisionner ce qui seront plus tard ses tanks. Donc ça pose quand même un problème en termes de souveraineté. Ça, le gouvernement l'a bien compris et en 1924 est créée la Compagnie française des pétroles, dont le but est d'aller tisser des liens et des contrats avec les pays étrangers là où il y a du pétrole, puisqu'il n'y en a pas en France. En France, il n'y a pas de gisement de pétrole. Mais le but de la CFP, c'est d'aller trouver du pétrole ailleurs, de signer des concessions, de l'exploiter, de le forer, de le raffiner et de s'assurer déjà qu'en temps de guerre, on puisse avoir un approvisionnement pour notre armée et en temps de paix, parce que bon, dans un monde imaginable, la plupart du temps est vécu en temps de paix. Dans un temps de paix, en fait, le but de la CFP sera de vendre le pétrole domestique, donc c'est-à-dire pour les voitures et l'automobile qui commencent un peu à se développer aux Français. Et cela sera fait sous la marque Total. Total deviendra plus tard deviendra le nom de l'entreprise. La CFP sera rebaptisée en Total, mais à l'origine Total c'est le nom de la marque commerciale. C'est-à-dire les stations-service s'appelaient Total déjà à l'époque. Et quelques années plus tard, à la fin en fait juste au début de la Première Guerre mondiale, en 1939, un champ de gaz est découvert en France, à Saint-Marcet, en Haute-Garonne. Et pour pouvoir l'exploiter, bon, à l'époque, la CFP, c'est pas forcément dans ses attributions d'exploiter ce gaz-ci, elle n'a pas forcément les technologies pour. Du coup, une nouvelle entreprise est créée, une nouvelle entreprise du coup française et nationale, la RAP, Régie Autonome des Pétroles, est créée pour exploiter ce gaz. Et la RAP deviendra plus tard l'entreprise Elf Aquitaine, puis juste Elf, qui sera ensuite absorbée par Total en 2000. Donc les moins de 20 ans ne connaissent sans doute pas Elf, mais Elf à l'époque était l'un des fleurons de l'industrie française. Et c'était un petit peu, je dirais, le concurrent de Total, même si c'était une bonne, je dirais une concurrence de bonne guerre entre les deux. De toute façon, les entreprises en 2000 fusionnèrent pour ne faire qu'un. Et ça nous amène à justement ce que j'évoquais en début de vidéo, c'est-à-dire l'arme géopolitique que peut représenter ces entreprises pour les États. Puisque en 1956, donc là on est toujours dans le cas de la France, en 1956 du pétrole est découvert en Algérie, mais à cause de la guerre d'Algérie, quelques années seulement après, la France va perdre accès à ce pétrole. Du coup, le pouvoir gaulliste, alors au pouvoir, va charger plus ou moins ouvertement Elf, mais aussi Total, d'assurer l'approvisionnement énergétique de la France en allant chercher du pétrole dans les anciennes colonies françaises. Le fait de confier ça à une entreprise privée, historiquement et politiquement, ça fait du sens, puisque à l'époque, la décolonisation a déjà eu lieu. Donc, on va s'adresser à des pays comme le Gabon,
Congo-Brazzaville, qui sont des anciennes colonies françaises, mais au moment où on parle, dans les années 60, sont indépendantes. Le gouvernement de Gaulle ne peut pas politiquement venir négocier des concessions et ne peut pas venir négocier le fait que la France exploite elle-même le pétrole dans ses anciennes colonies, puisque, comme leur nom l'indique, ces anciennes colonies ne sont plus des colonies, sont maintenant des pays indépendants. D'où l'intérêt justement d'utiliser des compagnies privées ou pseudo-privées, comme vont l'être Elf et Total. Et ce que va faire le gouvernement gaulliste, en fait, elle va placer à la tête notamment d'Elf ce qu'on va appeler des bras armés de la France-Afrique qui vont un petit peu être là pour servir les intérêts de l'État, mais au nom d'Elf. Il a été démontré d'ailleurs par notamment Alain Deneau, qui a écrit le livre De quoi Total est-elle la somme, qui parle de Total et d'Elf, dont je vous recommande la lecture, et qui montre, tout est documenté, hein, qui montre bien comment les réseaux de la France-Afrique de Jacques Foccart, donc qui était un des réseaux occultes du pouvoir gaulliste, étaient très perméables, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de liens avec les réseaux censés être privés d'Elf et de Total, notamment au Gabon, avec le clan Bongo, donc la famille Bongo de Omar et Ali Bongo, et puis aussi en Congo-Brazzaville, dans tout un tas d'autres pays de la France-Afrique dans lesquels on a découvert du pétrole et où à chaque fois Elf et Total tentaient de tirer leur épingle du jeu, bien sûr, au nom de la France. Cette collusion entre État profond et entreprises privées de l'industrie pétrolière, notamment en France, elle a été plus ou moins démontrée quand même par la justice avec l'affaire Elf. C'est un dossier judiciaire qui date de 1993 qui est sorti un petit peu grâce au travail d'Eva Joly, qui était à l'époque avocate et qui a permis de faire éclater tout ça. Et dans ce dossier-là, on a certaines personnes qui ont été inculpées ou citées pour tout un système de rétrocommission qui impliquait à la fois l'entreprise Elf, de l'autre des personnalités politiques françaises et des personnalités politiques africaines. Donc une sorte de triumvirat qui permettait de mettre la mainmise sur du pétrole africain. Par exemple, Charles Pasqua, Mitterrand et Roland Dumas, pour ne citer que, sont trois des personnes qui ont été citées dans l'affaire Elf et dont on sait qu'il y a eu quelques rapprochements plus ou moins illicites avec Elf à l'époque. Donc ça, on est vraiment, et pour conclure sur je dirais cette première partie de la vidéo, on est vraiment jusque dans les années, en fait jusqu'au premier crack pétrolier de 1973, on est vraiment dans une situation où l'industrie pétrolière est faite par des compagnies privées, où on a des compagnies et des États comme par exemple la France et la Hollande qui n'ont pas de ressources sur leur sol, qui sont capables d'avoir des entreprises pétrolières qui fassent partie de ce qu'on appelait le Big Oil, qui est le lobby de l'énergie, défini souvent comme le lobby de l'énergie, qui fait partie des 5 ou 6 plus gros. Big Oil comprend les 5 ou 6 plus grosses compagnies pétrolières et gazières de l'époque.
qui sont en fait toutes celles qu'on vient de citer, donc les américaines, Chevron, ExxonMobil, Conoco, on peut rajouter BP, Shell, Total, on pourrait rajouter aussi Eni, qui est quand même qui pourrait rentrer dans ce cadre-là. Et en 1973, après le premier crack pétrolier, on va avoir un tournant où, en gros, ce cartel des entreprises privées va perdre un petit peu de son hégémonie et la mainmise de ce cartel sur l'industrie pétrolière, elle va passer à un autre cartel, ce qu'on va appeler le cartel de l'OPEP. L'OPEP, pour Organisation des pays exportateurs de pétrole, est une organisation étatique qui a été créée à ce moment-là et qui en fait réunit des pays qui sont producteurs et exportateurs de pétrole. Donc ça va être des pays du Moyen-Orient, ça va être l'Arabie Saoudite, ça va être le Venezuela, ça va être des pays d'Afrique. Et là, on a un premier tournant puisque on va avoir pour la première fois en fait des pays, des compagnies nationales qui vont pouvoir un petit peu tirer leur épingle du jeu et on va avoir un transfert de richesse. C'est-à-dire que la richesse du sol, elle va être exploitée par des capitaux du pays concerné. C'est-à-dire par exemple en Arabie Saoudite, Aramco, qui est la plus grande compagnie pétrolière mondiale et saoudienne. On n'a pas BP ou Total, par exemple, qui sont des compagnies étrangères qui viennent exploiter le pétrole saoudien. Non, Aramco fait tout. Et ça, c'est un tournant qui a eu lieu quand même au début du XXe siècle, puisque, enfin, à la fin du XXe siècle plutôt, excusez-moi, puisque, comme je le disais tout à l'heure, au début de l'industrie pétrolière, c'était vraiment le Far West où on avait vraiment des compagnies étrangères qui arrivaient dans un pays, qui signaient une concession et qui en fait pouvaient exploiter les ressources d'un autre pays. Donc en 1973, premier crack pétrolier, l'OPEP prend un peu de pouvoir et reprend un petit peu la mainmise sur son or noir, puisque finalement en fait c'est eux qui sont cet or noir il est chez eux et c'est eux qui en sont propriétaires. Et puis depuis 73, ça a continué un petit peu à évoluer et en fait on a vu émerger d'autres, je dirais, superpuissances, enfin en tout cas puissances de l'industrie pétrolière. On a notamment la Chine qui possède PetroChina, qui est la troisième plus grosse compagnie pétrolière en termes d'extraction de barils, et Sinopec qui est aussi une autre compagnie. PetroChina par exemple, ça représente plus de barils par an que Total. Donc c'est pour vous dire un petit peu la grosseur de l'entreprise. Et la Chine n'a pas de pétrole chez eux. La Chine est vraiment basée sur le modèle de Total, d'Eni ou de Shell. Ça veut dire que les compagnies pétrolières chinoises vont aller exploiter du pétrole étranger ailleurs, notamment en Afrique. Depuis ces 15-20 dernières années, on a vraiment une arrivée massive de capitaux chinois en Afrique, y compris dans des pays qui étaient plus ou moins dans le giron de la France et de la France-Afrique auparavant. Par exemple, les entreprises pétrolières chinoises sont présentes au Sénégal et au Gabon actuellement et font une vraie concurrence à Total en termes de chiffre d'affaires et de débouchés économiques. Puisqu'ils sont arrivés à signer des concessions qui étaient jusqu'à présent, excusez-moi, plus ou moins promises à Total. Parmi les autres géants du gaz et du pétrole, on va avoir aussi la Russie
la Russie qui a toujours une industrie forte du temps de l'URSS. Mais du temps de l'URSS, cette industrie était très domestique, c'est-à-dire qu'elle était tournée vers le marché intérieur, elle était nationale, c'était des entreprises nationales qui s'en occupaient, elle était tournée vers le marché intérieur. Depuis 1990 et la chute de l'URSS, on a eu des entreprises privées qui en ont profité pour, je dirais, se développer sur les cendres de l'URSS. Citons Gazprom, qui est l'une des plus connues et l'une des 10 plus grosses entreprises mondiales en termes d'extraction et de production de gaz. On a Lukoil aussi, qui est un peu moins connu, qui fait un peu moins de chiffre d'affaires, mais qui est quand même une arme économique et géopolitique puissante pour la Russie. Donc voilà, les entreprises russes sont des entreprises privées, mais qui sont quand même surveillées de très près par le Kremlin. Et d'ailleurs, souvent, les personnes à la tête de Gazprom et de Lukoil sont des proches de Vladimir Poutine et de Medvedev, qui est l'ancien président et premier ministre russe. Donc là encore, on voit une collusion entre capitaux privés et ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire l'administration qui est vraiment ancrée de manière durable au sein des plus hautes sphères de l'État. Pour finir avec cette petite état des lieux aussi je dirais des nouveaux joueurs de l'industrie pétrolière, on pourrait citer aussi Petrobras, donc l'entreprise brésilienne. On pourrait citer aussi Equinor, l'entreprise norvégienne, puisque depuis 1960, du pétrole a été découvert en Norvège, du pétrole offshore exploité sur la mer du Nord. Et la Norvège est actuellement le plus gros producteur d'Europe, le plus gros producteur de pétrole d'Europe. Alors d'Europe, si on exclut la Russie, puisque si on inclut la Russie dans l'Europe, elle est le deuxième. Mais voilà, la Norvège est placée sur l'échiquier mondial de l'industrie pétrolière. Et puis on a aussi le Canada. Pays voisin des États-Unis, donc premier producteur mondial de pétrole actuellement, grâce au gaz de schiste. Le Canada est aussi important et est assis sur la première ou la deuxième réserve mondiale de sable bitumineux, donc du pétrole non conventionnel. Première ou deuxième, parce que ça dépend comment on compte. Tous les spécialistes n'ont pas l'air d'être d'accord sur la question. Certains citent le Canada première réserve mondiale, d'autres disent que c'est le Venezuela. Mais en tout cas, ces deux pays sont quand même assis sur une véritable mine d'or. Et donc le pétrole canadien est exploité en Alberta. Ça, c'est du côté Pacifique, dans les montagnes rocheuses. Donc voilà, tout ça pour en venir à la conclusion dont je vous parlais tout à l'heure en préambule, à savoir qu'il est difficile de faire confiance à nos dirigeants pour réduire nos gaz à effet de serre, tout simplement parce que l'industrie pétrolière est puissante. L'industrie pétrolière est un lobby puissant qui est capable de les inciter et de les aiguiller à ne surtout pas prendre d'action contre eux, même si cela va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le climat. Mais aussi, à l'inverse, l'industrie pétrolière est aussi un enjeu pour eux et un véritable instrument de pouvoir, puisqu'on le voit dans le cadre de la France, notamment avec Elf à l'époque, et c'est encore le cas avec Total actuellement. Total est un véritable bras armé économique, diplomatique et géopolitique de la France à l'étranger. Total est important, donc aucun dirigeant français, aucun élu français
ne voudra vraiment aller à l'encontre des intérêts de Total. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour nous, mais c'est le cas. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus factuel possible. Si je me permets de faire une vidéo de quasiment 30 minutes sur le sujet, c'est parce que c'est un sujet que je connais bien, sur lequel j'ai quand même pas mal travaillé ces derniers temps. Notamment pour écrire, alors certains le savent déjà, ceux qui me suivent, La fin de leur monde, qui est mon dernier roman, qui est justement un roman qui traite de la géopolitique des hydrocarbures, donc du gaz principalement, et dans lequel on va avoir notamment des citoyens qui ne croient plus en l'action politique pour nous sauver et qui vont justement se lever contre ça et qui justement a perpétré des choses pas très catholiques et pas très morales contre nos dirigeants politiques pour un petit peu secouer le cocotier ou au moins essayer de nous sauver et enfin de nous sauver, de retarder l'échéance en termes de drame climatique. Donc ça s'appelle La fin de leur monde. Si vous êtes intéressé, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Et puis voilà, mais je mettrai aussi le lien du livre que je vous ai parlé, De quoi Total est-elle la somme d'Alain Deneau, qui permet de montrer vraiment la collusion entre Elf, Total et la France-Afrique. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.